Attention. Le secrétaire général du Oui, ministère oui, de je l'économie sais. et Oui, BP je sont en audience. Donc, merci de prendre place ou dans la salle, et messieurs les panélistes. Voilà, on va commencer, c'est un petit peu... ça va être un échange au début et peut-être en format réduit, mais qui va dans une logique de transition également, d'évolution. Ça va être un débat évolutif. Merci bien, je suis très heureux de vous accueillir pour ce panel. Je me présente, je suis Michael Darmon, je suis journaliste sur la chaîne internationale i24 News du groupe Altis. Et donc ravi de modérer, d'animer ce panel sur tout simplement l'enjeu du siècle. Je vais également présenter les panélistes et les intervenants qui vont être avec nous pendant le moment qui arrive. Donc je suis ravi de pouvoir accueillir Monsieur Moustapha Thiam, directeur général du groupe Lekela. Également Monsieur Lassine Azerbo, donc président du board d'énergie du Rwanda, ancien Premier ministre d'ailleurs au Burkina Faso, je tiens à le saluer. Monsieur Henri-Max Nonzou, directeur Afrique de l'entreprise Total Énergie d'ailleurs. C'est pas anodin de préciser, de ne jamais l'oublier, Total Énergie. Nous serons rejoints par Monsieur Cherniam, secrétaire général du ministère de l'énergie et du pétrole, qui est actuellement avec le président de la République, et ainsi que le directeur général de BP, Masser Cissé, directeur général de Sénégal BP, qui nous rejoindra. Il est actuellement pris avec le président. Vous savez, les mutations et les enjeux qui donnent la signature d'un siècle se manifestent dans ces 20 premières années. Et nous sommes au cours des 20 années, des deux décennies du 21e siècle. Et on le voit, sous l'effet de crises multiples, géopolitiques, sanitaires, écologiques, un profond changement de modèle est en train de s'opérer sous nos yeux. Et un des paramètres cruciaux de ce monde nouveau en train de surgir, eh bien, c'est l'enjeu précisément énergétique, avec les objectifs de transition pour passer d'un monde de développement et d'économie et de croissance fondée autour des énergies fossiles à celui d'une économie décarbonée, ce qui m'amène donc à notre sujet, avec des interlocuteurs qui auront beaucoup de choses à dire là-dessus. Justement, je vais m'adresser à Monsieur Thiam, puisque nous parlons aujourd'hui donc du Sénégal. On parlera également des enjeux pour le continent africain et même pour l'ensemble des pays. Mais il y a une donnée très importante concernant effectivement le Sénégal. 60% d'électrification pour le pays. Il reste donc encore un travail à accomplir pour arriver à 100%. Dans quelle mesure il y aura une capacité à pouvoir le faire de façon vertueuse avec du renouvelable, ou allez-vous vous appuyer sur les ressources qui existent aujourd'hui, et en particulier gazières et pétrolières? Merci beaucoup. Donc, comme vous l'avez bien dit, il y a 60% d'électrification au Sénégal, mais nous sommes tous conscients du fait qu'il y a quelques années de cela, le gouvernement avait lancé le programme d'électrification universelle, et donc qui est une parfaite symbiose entre les énergies renouvelables et les énergies à base de fossiles. Et étant un acteur principal dans les énergies renouvelables au Sénégal, j'ai reçu une très belle nouvelle il y a 3 semaines de cela, par coïncidence pendant la semaine de l'énergie Africa Energy Forum, durant laquelle maintenant le cap pour les énergies renouvelables va passer de 30% à 40% pour le Sénégal, horizon 2030, ce qui va permettre d'injecter beaucoup plus d'énergie renouvelable, d'accord, et bien sûr avoir assez de place pour les énergies qui seront à base de gaz. Nous avons beaucoup parlé
du gaz qui va venir des forages de BP et de Cosmos. Pour vous, c'est effectivement le changement de modèle, ces nouvelles réserves, ces nouvelles ressources de gaz qui aujourd'hui dont bénéficie le Sénégal, ça participe d'un changement de modèle pour le pays? Absolument, absolument, parce que cette ressource de gaz va créer une manne financière importante qui pourra même aider, par exemple, le gouvernement sénégalais. Nous avons beaucoup parlé de financement par le biais des DFIs et d'autres gouvernements internationaux qui viennent nous appuyer, mais avec cette manne financière, nous espérons que le gouvernement sénégalais sera en mesure de financer même ces projets. Et nous savons que le service de la dette dans ces grands projets d'énergie qui sont vraiment importants, on parle de centaines de millions d'euros ou de dollars par projet. Donc le service de cette dette serait de l'argent qui resterait dans notre pays. Donc c'est vraiment un game changer, comme on dit, la présence de ce gaz qui va permettre de produire de l'énergie plus propre et aussi de nous baser sur le renouvelable pour pouvoir émerger et pourquoi ne pas avoir des comportements assez modernes, je dirais, parce qu'il n'y a aucune raison pour laquelle quand on va en France ou bien même au Kenya, on trouve des bornes de recharge pour les véhicules électriques et qu'on n'en a pas au Sénégal. Et je pense que le gaz sera un piston important pour injecter de l'argent dans notre économie, pour créer de la valeur ajoutée et aussi ouvrir la porte aux énergies renouvelables qui sont incontournables. Et comme l'a dit le président un peu plus tôt, il faut penser au after oil and gas, parce que ça, c'est des ressources qui sont limitées, mais heureusement, en Afrique, nous sommes bénis par le vent, le soleil, beaucoup de cours d'eau et d'autres sources d'énergie renouvelables que nous devrons adapter à notre train de vie pour nous permettre de sortir du sous-développement et de devenir émergents et développés. Alors, je vous entends parler effectivement d'énergie renouvelable, et on a le sentiment que lorsqu'on réfléchit sur l'Afrique, au fond, ce sont des ressources évidentes. Avec l'eau, avec le soleil, l'Afrique est positionnée depuis longtemps sur justement l'utilisation de ces ressources. Donc on voit aujourd'hui que non seulement il y a un besoin de pouvoir utiliser ce que l'on appelle ce renouvelable, mais en même temps une grande capacité de pouvoir le faire. Mais ce que vous dites me fait au fond penser que monsieur le représentant de Total Energy va pouvoir aussi réagir par rapport à ça. C'est-à-dire que lorsqu'on présente maintenant le renouvelable comme étant l'alpha et l'oméga d'une économie pour pouvoir fonctionner en croissance, est-ce que vous pensez que c'est déjà un modèle engagé, ou est-ce que, de toute façon, vu la difficulté de pouvoir transférer une économie complète, notamment à l'électricité, en ce qui concerne par exemple les voitures ou les transports, est-ce que justement il y a encore des paramètres qu'il faut prendre en compte? Bonjour à toutes et à tous. Avant de répondre à la question, permettez-moi d'abord de remercier son Excellence le Président Macky Sall pour l'invitation qui nous a été faite, et aussi également de remercier le directeur général de l'APIX pour ce forum qui est excellemment bien organisé. Maintenant, pour ce qui concerne les questions de l'énergie, je crois que ça a été très clair tout à l'heure dans le discours du président Macky Sall. L'énergie est absolument indispensable lorsqu'on veut concevoir un développement économique. Et l'énergie est également aussi nécessaire, bien évidemment, pour améliorer le bien-être des populations. Donc, lorsque nous regardons finalement la problématique de l'énergie à Total Energy, ce que nous disons, c'est que finalement, nous avons devant nous un double défi. Pourquoi un double défi? Parce que d'abord, lorsqu'on regarde dans certaines régions du monde, et notamment en Afrique, il y a encore une grande partie de la population qui n'a pas accès à l'énergie. En Afrique, on le sait bien, et ça c'est l'Institut Mo Ibrahim qui le rappelle, nous avons plus de 600 millions de nos congénères qui n'ont pas accès à l'électricité. Et lorsqu'on fait des projections, on voit bien que la population mondiale va augmenter, donc il est vraiment nécessaire de produire de plus en plus d'énergie. Et donc ça c'est un premier élément.
Et le deuxième élément, c'est la problématique du changement climatique, parce que cette énergie, certes, il faut qu'elle soit plus importante, mais en même temps, il faut qu'elle soit de moins en moins carbonée. Donc, plus d'énergie et moins d'émissions. Et c'est vraiment ça qui est au corps, je dirais, de l'ambition de la compagnie Total Énergie, qui s'inscrit en droite ligne, je dirais, des accords de Paris, quoi. Donc notre ambition, c'est de fournir une énergie à la fois qui soit abordable parce que c'est important pour les populations, qui soit également disponible. Là aussi, c'est un impératif parce qu'on sait bien que lorsqu'on a une coupure de courant, c'est pour nous très très difficile et qui naturellement soit propre. Alors, une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on y arrive? Et ça va répondre à la question qui a été soulevée. Finalement, lorsqu'on regarde aujourd'hui sur le plan mondial ce qu'on appelle le mix énergétique, c'est-à-dire la répartition entre les différentes énergies fossiles et puis aussi les énergies renouvelables et le nucléaire, on voit que la part d'énergie fossile aujourd'hui représente à peu près 80%, quoi. Donc elle est significative. Donc c'est déjà un premier élément qui permet de répondre à la question qui est posée sur les renouvelables. Et ça répond aussi à quelque chose qui est fondamental, c'est qu'il va y avoir une transition énergétique, mais pas de rupture énergétique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer de 80% d'énergie fossile aujourd'hui à 30-40% d'énergie fossile à l'horizon 2030. Tout cela va se faire progressivement. Et nous, à Total Énergie, nous considérons qu'il y a, je dirais, une certaine forme d'énergie, et ça a été rappelé tout à l'heure, qui est le gaz, qui est bien positionné pour la transition énergétique. Pourquoi? Parce que d'abord, en termes d'émissions de CO2, le gaz émet moins de CO2, 2 fois moins que le charbon, par exemple, pour la génération d'électricité. Le gaz émet également moins de CO2 que le pétrole. Donc nous voyons une croissance pour le gaz. J'ai observé que pour le Sénégal, c'est également inscrit dans le plan de développement du Sénégal avec un mix qui aujourd'hui est relativement faible, mais qui à l'horizon 2030 devrait représenter 70% grâce aux découvertes qui ont été faites, découvertes gaz qui ont été faites au Sénégal. En ce qui concerne Total Énergie, nous voyons la part de gaz dans l'énergie que nous vendons à nos clients qui devrait passer à 50% à l'horizon 2030. Ensuite, après, un élément qui est important dans notre stratégie, c'est bien évidemment la réduction de nos émissions de CO2, aussi bien dans nos installations, et c'est ce que nous faisons en Afrique comme ailleurs, où nous récupérons aujourd'hui le gaz qui est brûlé pour le recycler et ensuite le valoriser, soit à travers la génération électrique, soit éventuellement en le réinjectant sur les champs pour améliorer la récupération de pétrole. Donc voilà un petit peu un aperçu pour répondre à la question qui a été posée. Est-ce qu'il est possible de pouvoir préciser votre réponse, je vous en remercie, avec également cet enjeu, parce que vous avez tout à l'heure mentionné que, au fond, les programmes ou les décisions politiques ou gouvernementales ou les traités internationaux qui fixent à 2030-2040 les transitions, est-ce que vous pouvez, vous, en tant qu'entreprise, avec les équations industrielles que vous avez, avec l'actionnariat, avec tous les enjeux, évidemment, également de clientèle, est-ce que vous avez, vous, la possibilité vraiment d'accompagner cette transition, ou est-ce qu'il est parfois compliqué de pouvoir le faire ? Alors, clairement, notre ambition, c'est naturellement d'accompagner cette transition. Et comme je vous le disais tout à l'heure, nous pensons que cette transition, elle doit être juste.
Et donc c'est pour ça que, par exemple, sur le continent africain, nous considérons plutôt qu'il faut qu'il y ait plus d'énergie. L'idée, c'est pas de réduire, je dirais, l'offre d'énergie pour le continent africain, mais au contraire, augmenter l'offre d'énergie sur le continent africain. Naturellement, dans notre production d'énergie fossile, il faut que nous nous assurions que le scope 1 et 2, c'est-à-dire finalement les émissions de CO2 qui sont liées à notre production d'énergie, il faut que nous les diminuions. Et c'est vraiment le sens de ce qu'on fait, par exemple, sur un projet qui s'appelle Tilenga ICOP en Ouganda, donc qui consiste à produire du pétrole et ensuite évacuer ce pétrole sur le port de Tanga en Tanzanie. Nous nous assurons que les émissions de CO2 liées à ce projet vont être plus faibles que la moyenne du portefeuille de Total Energy, mais également plus faibles et nettement plus faibles que ce qui se fait aujourd'hui en Afrique. Juste pour vous donner deux chiffres, l'ambition que nous avons sur ce projet, c'est que, en termes d'émissions de CO2, ce soit 13 kg de CO2 par baril produit. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'ensemble des champs qui sont mis en production, qui sont aujourd'hui en exploitation en Afrique, ce chiffre est plutôt de 33 kg de CO2 par baril produit. Donc ça, c'est un exemple. Ensuite, bien évidemment, le gaz, énergie de transition, nous développons dans le gaz en Afrique. Nous sommes déjà positionnés au Nigeria, où nous sommes partenaires sur l'usine de GNL de Boni. Nous sommes positionnés en Angola, où nous sommes partenaires d'Angola LNG. Et nous avons également deux gros projets aujourd'hui qui devraient venir entrer en production à l'horizon 2026-2027. C'est le train 7 au Nigeria sur l'usine de Boni. Et c'est aussi un projet majeur au Mozambique, de liquéfaction de gaz, et que nous allons relancer dès que les conditions aujourd'hui de sécurité du pays seraient améliorées. Donc, je dirais que cette transformation, elle est inscrite dans l'ambition de Total Energy. Et ensuite, c'est à nous de prendre les positions qu'il faut dans les différents pays dans lesquels nous sommes, de manière à matérialiser cette ambition. Alors, c'est intéressant parce que depuis tout à l'heure, on discute effectivement des enjeux sur le renouvelable. On en a parlé tout à l'heure avec M. Thiam sur l'hydrogène et le gaz. Vous venez d'en parler également avec la manière dont Total Energy s'investit. Mais il y a un sujet qu'on n'évoque pas, mais qui, je sais, intéresse M. Lassina Zerbo. Vous allez nous en parler justement. Quand on parle d'énergie propre, on ne pense pas assez, selon vous, au nucléaire civil. Pourquoi et comment vous pouvez justement nous expliquer à quel point il peut y avoir donc une implication et une contribution du nucléaire à cette transition écologique et énergétique? Merci Michael, bonjour tout le monde. Je vais pas me répéter ou répéter ce que les autres ont dit, remercier l'APIX, le gouvernement du Sénégal et puis tous les organisateurs pour cette opportunité d'échanger sur l'énergie et plus particulièrement, moi je dirais le mix énergétique parce que c'est de ça qu'il s'agit. Le président Macky Sall ce matin a dit qu'il fallait préparer la période post-gaz et post-pétrole. Et donc, pour les générations futures, parce que c'est de ça qu'il s'agit, et donc il faut créer un mix énergétique qui permet justement aux États d'aller vers un mix électrique, parce que le mix énergétique est différent du mix électrique, qui est la consommation. Et on sait que nous avons besoin d'électricité et d'énergie pour le développement industriel. Et donc l'Afrique se trouve à la croisée des chemins entre ce challenge qui est le développement économique et social et les engagements climatiques depuis les accords de Paris. Donc, où est-ce qu'on situe le curseur? Et donc, quand on parle de changement climatique et quand on parle d'énergie renouvelable ou de mix énergétique, on a tendance à oublier ou à faire fi du nucléaire. Et le nucléaire, les technologies ont évolué, et il faut le savoir. Elles sont en train d'être miniaturisées. On essaie de mettre
les centrales nucléaires dans des conteneurs de 40 pieds, et c'est ce qui va se faire peut-être dans 5-10 ans maximum. Un conteneur de 40 pieds avec une petite centrale micro-nucléaire, ça fera comme 1 à 3 mégas. 1 à 3 mégas, c'est entre 3000 et 9000 familles à nourrir, enfin, à produire, à consommer de l'électricité. C'est énorme. Et pour moi, ça c'est le futur. Parce que l'énergie nucléaire, c'est d'abord bas carbone, c'est le plus bas carbone dans les productions. L'Union européenne, après tant d'échanges et de discussions entre la France et l'Allemagne, a finalement voté l'énergie nucléaire comme énergie propre. C'est une réalité, c'est aussi simple que ça. Il faut savoir aussi que le solaire, dans tout son processus de développement, produit plus de carbone que l'énergie nucléaire. Et ça, on ne le dit pas assez. Et donc, l'énergie nucléaire aussi a l'avantage de nous donner une densité énergétique. Quand je parle d'une densité énergétique, on a tout simplement une petite quantité d'uranium, puisque c'est le fuel qui rentre dans la production, et pour un large bénéfice en termes d'électricité. Je vais donner l'exemple des petites centrales nucléaires dont on parle. Elles vont fonctionner 20 ans sans maintenance. Et donc, elles sont tellement modulables qu'après 20 ans, on vient récupérer le module de déchets et on va le recycler ailleurs. Et donc, les pays qui les importeront n'auront pas à gérer ces questions. Donc, on a efficacité, vert, low carbone et densité énergétique. Et pour la sûreté et la sécurité, il faut se dire que la technologie ayant évolué, et ces centrales-là sont toutes hermétiques. Donc les risques de prolifération sont très réduits parce que c'est ça qui fait qu'on n'a pas permis à certains États, et je le dirais, et qu'on n'a pas trouvé État discipliné à aller vers les centrales nucléaires, les centrales conventionnelles. Il ne faut pas aussi oublier que ce n'est pas des technologies nouvelles, parce que Kwame Nkrumah, à l'époque, dans les années 58, avait déjà mis sur pied le Ghana Atomic Energy Commission, et le Sénégal aussi est dans la voie d'un développement de centrales. En tout cas, dans son concept, il y a une équipe qui travaille là-dessus, qui travaille avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et l'actuel directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique est un pro-Sud. Il veut promouvoir donc cette énergie-là, non seulement en Afrique, mais dans les pays, dans le cadre d'une coopération Sud-Sud. Je vois que monsieur, effectivement, donc, réagissait à ce que dit monsieur Zerbo, et j'aimerais aussi entendre monsieur Thiam à ce sujet, justement, concernant ensuite le nucléaire. Allez-y. Alors, en fait, je pensais plutôt à ce que nous faisons au sein de Total Énergie sur les renouvelables, parce que vous m'aviez posé la question et j'ai omis de vous parler un petit peu de ce qu'on fait sur le solaire, notamment. Notre ambition, naturellement, c'est d'accompagner nos clients à de moins en moins, à décarboner l'énergie qu'ils utilisent. Et donc, ça veut dire notamment basculer, par exemple, des fossiles à l'énergie solaire ou bien éolienne. Et pour ça, au niveau de la compagnie, nous consacrons à peu près 4 à 5 milliards de dollars par an, ce qui est tout à fait colossal. Et notre ambition, c'est à l'horizon 2030, c'est d'avoir 100 gigawatts de capacité de production d'électricité sur des énergies bas carbone. Alors ça a également une traduction concrète au niveau de l'Afrique. Ce que nous avons fait, c'est d'abord nous avons mis en place des personnes que nous avons appelées Renewable Explorers, donc justement pour aller chercher des opportunités d'affaires sur les renouvelables, que ce soit du solaire ou bien de l'hydroélectricité, de manière à mieux servir nos clients. Et au Sénégal, ça a donné des résultats parce que nous avons en ce moment un pipeline de projets qui représente à peu près 55 mégawatts où nous accompagnons des industriels avec de l'énergie solaire. C'est encore modeste, mais on voit bien qu'on a amorcé la transition et on va poursuivre cette voie-là, l'amplifier, et nous discutons également avec des autorités sénégalaises, les entreprises au Sénégal sur des opportunités en matière d'hydroélectricité. Et cette politique, en fait, nous la généralisons sur l'ensemble des pays africains dans lesquels nous sommes, avec cette idée de proposer une énergie de moins en moins carbonée à l'ensemble de nos clients. Depuis que le forum donc, a été ouvert ce matin par le président de la République, au fond, le thème central, c'est la souveraineté. C'est l'indépendance, la souveraineté économique, et là, en ce qui nous concerne, la souveraineté donc énergétique. Monsieur Thiam, quand vous entendez effectivement ces
ces réflexions sur le nucléaire qui devraient être plus présents selon M. Zerbo, quand vous voyez ce qu'explique une entreprise comme Total Energy, comment vous vous positionnez par rapport à un acteur justement de cette transition au Sénégal? Vous dites qu'il faut que l'exemple entre guillemets norvégien soit suivi au Sénégal. À la fois on est producteur de pétrole, mais on est leader dans la transition énergétique. C'est possible? Absolument, c'est possible. Parce que pour un acteur dans le domaine des énergies renouvelables dans la sous-région, je peux vous dire que les 30% de cap que le Sénégal a sur son mix énergétique est vraiment un chiffre enviable. D'accord? Et travaillant pour une compagnie qui est spécialisée en ce moment sur l'éolienne, et vu le récent changement d'actionnariat et qui a causé l'addition dans notre portefeuille de l'hydrogène vert, de l'éolienne offshore aussi, et aussi du dessalement vert. Donc il y a vraiment de la matière en conjonction avec le nucléaire que je ne maîtrise pas beaucoup pour pouvoir avoir vraiment de l'énergie propre et à des prix très compétitifs, parce que n'oublions pas que l'Afrique est toujours derrière, is lagging comme on dit, en matière économique par rapport aux pays développés. Et n'empêche que le prix du kilowatt-heure en Afrique est toujours très cher. Donc nous pouvons profiter vraiment de ces nouvelles technologies pour pouvoir réduire le coût de l'énergie et aussi profiter de ces ressources naturelles telles que le gaz, comme je l'ai dit, pour renforcer nos économies et nous permettre vraiment de créer de la valeur ajoutée. Par exemple, en parlant de l'hydrogène vert, hier j'ai eu à discuter avec l'un des fabricants d'électrolyseurs. D'accord, c'est vraiment l'équipement qui permet de produire de l'énergie pour l'hydrogène vert. Et le sujet de la discussion, c'était l'assemblage de ces électrolyseurs. Au lieu de les assembler en Allemagne, par exemple, où le coût de la main-d'œuvre est très élevé, les assembler, par exemple, au Sénégal, où on aura un transfert de technologie, on pourra vraiment avoir une connaissance in-house qui nous permettra de produire ce genre d'équipement partout en Afrique à des coûts réduits et, comme je l'ai dit tantôt, permettre de garder ces revenus, ce capital dans nos pays pour nous permettre de nous enrichir. Mais quel est, quand je vous écoute, je me dis au fond, quel est le niveau, je dirais, de concrétisation pour pouvoir développer ça, notamment au niveau des transports. Lorsqu'on parle avec aujourd'hui des responsables des transports, et en particulier de l'aviation, ils disent on est loin encore en réalité de la possibilité de pouvoir équiper les avions avec et les faire tout simplement voler avec du renouvelable. Donc j'aimerais bien aussi avoir l'avis de M. Nonzou à ce sujet. Dans quelle mesure, au fond, il y a je dirais, un effet d'annonce, un volontarisme, mais dans quelle mesure il y aura une réalité? Alors, je dois avouer que l'hydrogène, c'est pas ma spécialité. Mais lorsque nous faisons des projections sur le mix énergétique au niveau de Total Energy, ce qu'on voit, c'est qu'à l'horizon 2030-2050, l'hydrogène ne joue pas encore un rôle majeur. Donc pourquoi? Je pense que déjà produire de l'hydrogène en grande quantité, c'est quelque chose qui demande beaucoup de technologie. Ça demande également que vous ayez des parcs éoliens et puis aussi solaires énormes, de manière à pouvoir avoir l'énergie pour transformer l'eau en hydrogène. Donc aujourd'hui, c'est pas ce que nous voyons comme évolution majeure. Mais en revanche, ce qu'on appelle le SAF, c'est Sustainable Aviation Fuel, c'est-à-dire typiquement c'est de prendre par exemple de l'huile usagée et ensuite de transformer cette huile usagée qui va être incorporée dans du kérosène de manière à réduire finalement la part des kérosène fossiles qu'on emploie dans l'aviation. Là, par contre, on pense qu'il va y avoir des développements majeurs. D'abord parce qu'il y a un cadre réglementaire qui oblige
les compagnies aériennes à intégrer de plus en plus de SAF sur les années qui viennent, avec l'Union européenne qui a fixé un objectif à l'horizon 2030. Et puis aussi parce que du côté de la production, on pense que y a ce qu'il faut pour pouvoir produire du SAF qui correspondent à la demande que l'on voit à l'horizon 2030. Ça m'amène également, Monsieur Thiam et même Monsieur Zerbo, peut-être on peut en parler, à cette question de la compensation, puisqu'on a encore une grande utilisation d'énergie fossile, il y a encore une grande utilisation évidemment d'industries polluantes, et s'est mis en place le principe donc pollueur-payeur avec des compensations, avec des crédits carbone qui donc permettent également de financer des projets vertueux liés donc à la séquestration du carbone. Monsieur Thiam, dans quelle mesure vous avez effectivement ce genre de projet qui existe déjà sur le Sénégal? Dans quelle mesure ils sont déjà actifs? Et j'aimerais bien vous entendre également sur ce sujet. Bon, l'exemple le plus patent, c'est celui que nous avons avec nos partenaires de la Sénélec, en parlant de crédit carbone. Tout ce CO2, le CO2 qui n'a pas été produit et transformé en monnaie, d'accord, en euros, et je parle de millions d'euros. Et cet argent est utilisé par la Sénélec pour sa fondation, donc pour faire vraiment des activités sociales, et ça nous permet aussi de beaucoup plus investir, non seulement dans la technologie, mais aussi dans nos engagements environnementaux et sociaux. Donc ça, c'est un projet qui est vraiment existant et qui est dupliqué dans tous nos projets à travers l'Afrique, que ce soit en Égypte ou en Afrique du Sud. Merci. Monsieur Dantu, vous vouliez ajouter à ce sujet? Oui. Juste peut-être un petit complément. La première chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est que lorsqu'on regarde les projections qui sont faites, que ce soit par l'Agence internationale de l'énergie ou bien nous-mêmes, Total Énergie, on voit bien que pour être net zéro, c'est-à-dire finalement ne plus émettre de carbone à l'horizon 2050, la séquestration de carbone est un passage obligé, quoi. Donc il faut qu'on arrive quelque part à développer des technologies qui nous permettent de séquestrer du carbone en quantité significative. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons au niveau de Total Énergie? Donc nous avons soit, on va dire, la séquestration biologique, c'est typiquement typiquement planter des arbres. Et donc, avec les arbres, vous séquestrez du carbone grâce au fait que pour grandir, évidemment, elles absorbent du CO2. Et pour ça, nous avons un certain nombre de projets, d'ailleurs en Afrique, d'abord au Congo, où nous avons lancé un projet majeur de 40 000 hectares qui a démarré. Aujourd'hui, nous en sommes à 5 000, avec l'idée qu'à l'horizon 2000, d'ici 10 ans, ce projet devrait nous permettre à peu près de séquestrer 10 millions de tonnes de CO2 par an. Nous avons également un autre projet au Gabon où, à travers une exploitation responsable de la forêt, finalement, on arrive à séquestrer du carbone. Il en va de même d'un investissement que nous avons sur les Amériques et aussi en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et après, il y a également la séquestration géologique de carbone. Et là, il s'agit d'identifier un réservoir qui pourrait stocker sur des décennies du CO2 que vous aurez capté, donc auprès, par exemple, d'un industriel qui produit du CO2 en grande quantité. Ce CO2, on va le capter et ensuite, après, on va l'enfouir et le séquestrer sur un réservoir qui est déplété. Et pour ça, nous avons des projets aux Pays-Bas et puis aussi en Norvège. Mais je voudrais dire qu'il est important aussi d'avoir bien en tête que le fait, petit à petit, de faire en sorte que nos clients, quelque part, utilisent une énergie de moins en moins carbonée, contribue également à la réduction, je dirais, des gaz à effet de serre, quoi. Pensez juste à une chose, la révolution ou bien la transformation, si vous préférez, qui est pour les pays africains
dans les zones, je dirais, loin des centres urbains, dans nos villages, en fait, la transformation que représente le passage du charbon de bois au gaz butane. Donc il y a d'abord un élément de santé publique, parce qu'on sait bien que le charbon de bois, pour la santé, à cause des émanations de CO2 et même des CO est dangereux pour les populations. Et ensuite, tout simplement, en termes d'émissions de CO2, le gaz butane émet moins de CO2 que le charbon de bois. Donc là aussi, il y a des sources pour aller, des sources de réduction de nos émissions de CO2 qui sont encore importantes en Afrique, parce que malheureusement, dans nos campagnes, nous avons encore des populations qui utilisent encore en grande majorité du charbon de bois. J'ai une question pour M. Zerbo. Vous avez été un responsable public également, et vous avez donc été, je vous disais tout à l'heure en introduction, vous avez occupé les fonctions de Premier ministre au Burkina Faso. Vous êtes aujourd'hui impliqué sur le Rwanda. Est-ce qu'il est pour vous, je dirais, facile de sensibiliser une société, une génération qui arrive au développement, qui arrive à la croissance, à dire il va falloir commencer d'emblée à être économe, à passer à la sobriété? Est-ce que ces enjeux qui sont souvent présentés dans les conférences internationales et comme parfois même une sorte de reproche à l'égard notamment du continent africain de la part du Nord plus développé et plus pollueur en réalité, comment c'est perçu? Merci, Michael. Vous avez dit le mot, c'est la sobriété. Et il faut qu'on arrive à convaincre tout le monde, surtout en Afrique, d'aller vers une sobriété énergétique et pour aider aussi à réduire la consommation, la production des gaz à effet de serre. Bon, est-ce qu'on peut sensibiliser? Naturellement. Moi, je vous parlais du Rwanda. Et le président Kagame a commencé ce programme ambitieux-là de monter un grand programme de sciences et technologies nucléaires couvrant tout, de l'agriculture, la médecine, you name it. Et donc, mais surtout l'énergie. Et l'énergie, il est allé tout de suite vers les nouvelles technologies. Et qu'est-ce qu'il a fait? Dans la sensibilisation, il faut aller avec la formation, tout d'abord. Et voilà quelqu'un qui se dit, dans 5-10 ans, je vais avoir une centrale nucléaire énergétique. Il forme dès maintenant des étudiants. Les 100 premiers sont sortis l'année dernière, et cette année, il y a 120 qui vont sortir, et après 80. Et la 4e année, il va les former au Rwanda. Donc c'est avoir la vision déjà de former les jeunes à comprendre cette politique-là et le rôle du nucléaire d'abord dans le mix énergétique, le rôle des sciences et technologies nucléaires dans l'ensemble de ce que le Rwanda veut faire, et puis les sensibiliser parce que c'est les jeunes, à la force des réseaux sociaux, des moyens de communication modernes qu'ils ont aujourd'hui, qui peuvent nous aider à faire justement ces grands pas que nous devons faire pour rattraper, être dans l'ère du temps et dans la modernité. Et quand on parle de crédit carbone, vous savez tous que, je crois au mois de novembre, dans les Émirats, ils vont procéder à ce qu'on appelle à une vente aux enchères des crédits carbone. Je suis bien content que notre ami de Total parle de la politique que Total est en train de faire en ce moment pour essayer, comme il parle de séquestration. Mais moi, je pense que plutôt que les États africains aillent à ce sommet des Émirats et pour aller individuellement à débattre des crédits carbone, à débattre de leur politique énergétique, et je pense que nos organisations sous-régionales ont des politiques de pôle énergétique qu'il faut prendre en compte dans tout l'ensemble, et voir l'ensemble de façon holistique et permettre aux institutions sous-régionales de communiquer beaucoup plus à l'étroit avec les organisations qui traitent de ces questions électriques. Il a parlé de la Sénélec. Il faut que la Sénélec, par exemple, dans le cadre du Sénégal, soit directement en contact avec la politique énergétique ou la CEDEAO ou l'UEMOA va faire, pour voir leur vision dans les 5-10 ans. Si c'est fait, c'est une très bonne chose. Mais je pense qu'en allant aux Émirats, il ne faut pas simplement aller individuellement en disant « mon crédit carbone fait 600 millions de dollars parce que j'ai plus de forêts, j'ai moins d'émissions » et aller seul. Et je crois que le président Macky Sall l'a évoqué déjà.
Le Sénégal est en train d'aller vers une puissance en gaz et en pétrole et qui peut être compensée par ce que le Niger peut faire, par exemple, pour avoir de l'uranium et compenser ça pour aller vers un mix énergétique gaz, possibilité d'énergie nucléaire, et puis diffuser ça dans le reste de l'Afrique. Je pense qu'il y a matière à travailler ensemble parce que la coordination et le vivre ensemble que nous devons créer dans cette partie du monde, comme vous le dites, pour ne pas avoir à être reproché de ceci ou cela des pays du Nord, comme vous les avez mentionnés. Ce qu'on comprend, c'est que, merci beaucoup, ce qu'on comprend, c'est que l'enjeu, c'est aussi la tension qui existe forcément entre les finances publiques, l'état des finances publiques, l'état de la croissance et les enjeux donc du financement, parce que c'est aussi un thème très important, forcément, une dimension très importante, le financement de cette transition écologique. Les rapports maintenant les plus connus qui circulent notamment en Europe font état quand même de près de 70 milliards par an pour pouvoir financer d'ici 2030 tous les enjeux de la dimension de la transition écologique. Alors j'ai envie de poser la question à monsieur Moustapha Thiam. Est-ce que vous avez le sentiment que, on a entendu tout à l'heure le président de la République qui disait le pétrole, les revenus du pétrole et du gaz ne seront pas des revenus de rente, mais plutôt de levier de croissance. Est-ce que vous avez le sentiment que vous allez vraiment pouvoir bénéficier de cette manne, compte tenu de tout ce que l'on voit depuis aujourd'hui, depuis l'ouverture du sommet, c'est-à-dire les enjeux considérables et les investissements considérables qu'il faut encore continuer de faire avancer au Sénégal? Est-ce que vous ne risquez pas, vous n'avez pas peur d'être peut-être un peu parfois la portion congrue du développement, en tout cas des budgets? Bon, comme je l'avais dit plus tôt, le financement de ces projets est très important. Et il est coûteux malheureusement pour nos pays. Bien que je travaille pour une multinationale, mais étant africain, je suis très conscient du coût de service de cette dette, et la majeure partie de ces financements se fait à partir des structures financières internationales. Donc en ayant cette manne financière provenant du pétrole, du gaz et d'autres ressources naturelles, et les utilisant pour vraiment déclencher cette révolution énergétique concernant les énergies renouvelables, je pense qu'on y gagnera à 100%. C'est-à-dire, nous ferons notre propre financement, les revenus de ces financements resteront chez nous, et nous pourrons avoir cette manne financière pour pouvoir attaquer d'autres projets et avoir plus de connaissances dans la technologie, travailler dans la formation, parce qu'en fait, le coût de ces technologies est beaucoup plus cher en Afrique à ce jour, du fait qu'elles sont importées. D'accord? Donc, si on est en mesure d'avoir les moyens de développer ces technologies, nous industrialiser de telle sorte que nous produisons, nous utilisons ce que nous produisons, nous finançons nos propres projets, je pense que the sky is the limit, comme on dirait, pour non seulement le Sénégal, mais l'Afrique en général. Monsieur Zarbo, également, c'est la question que je voulais vous poser. Est-ce qu'elle existe au niveau d'un pays comme le Rwanda? Est-ce qu'il y a des tensions qui existent tout simplement dans la répartition budgétaire des ressources de l'État pour pouvoir financer la transition écologique, puisque c'est apparemment une question de gouvernance publique qui se pose maintenant à l'ensemble des pays qui sont confrontés à ce sujet? Je pense que pour la question budgétaire, il s'agit tout simplement de la vision qu'un État se donne par rapport à une politique bien déterminée. Et pour le Rwanda, le président Kagame a été très clair. Il veut aller, il le dit, et c'est les autres aussi qui le disent, il veut faire de Kigali le Dubaï africain. Donc, il sait qu'il ne peut pas le faire sans l'énergie, sans la formation, sans y mettre les budgets pour l'éducation, les budgets nécessaires pour atteindre la politique qu'il veut se donner. Et moi, je pense que c'est une décision, et le président Macky Sall l'a dit. Moi, j'étais émerveillé quand il donnait l'exemple des restrictions fiscales ce matin. Bon, ça m'a amusé, mais j'étais très content parce que... Les additions, les soustractions. Voilà, s'il le dit pour le Sénégal, c'est quelque chose qui peut se faire pour la région, la sous-région, et puis
c'est des quick wins qu'on peut amener au niveau de... Vous confirmez aussi qu'au Rwanda, la fiscalité, elle est faite pour ne pas être comprise, comme le disait le président Macky Sall? Non, en revanche, non. Là-bas, je pense qu'il y a eu des décisions très fermes là-dessus. Et puis, on parlait de digitalisation. Au Rwanda, aujourd'hui, vous créez une société en 48 heures, vous faites votre passeport en ligne et vous allez le récupérer en moins d'une semaine. Bon, ça, c'est des systèmes de digitalisation qui ont été faits au Rwanda qu'il faut qu'on essaie de vulgariser. Je voulais d'ailleurs juste donner un exemple que j'ai vu en Géorgie il y a 3 semaines. Et on m'a fait visiter un centre administratif où vous venez, vous faites votre photo, vous attendez votre passeport ou bien le mariage. Le mariage se fait 24 heures sur 24, le divorce aussi. Et d'ailleurs, donc vous faites les papiers des impôts et tout se fait en moins de 2 heures. Et vous attendez au café, on vous remet, vous repartez directement avec vos documents. Et je crois qu'il faut qu'on aille vers ça. Il faut simplifier les choses. Le président Macky Sall l'a dit. Et nos institutions sont assez, je vais dire, obsolètes. Les lois que nous avons sont assez obsolètes. Donc, il faut les adapter à la réalité. Et je pense que les jeunes vont nous pousser à ça. Parce que le digital va dominer ce monde. Est déjà en train de le dominer. Mais je voulais juste... il y a un autre élément qu'on n'a pas mentionné et que je voulais, c'était quand on parle d'énergie renouvelable. Et l'un des grands atouts ou des grands avantages de l'énergie nucléaire, c'est parce que ça évite l'intermittence qu'on a avec les énergies renouvelables. Et ça, on n'en parle pas assez. Je pense que c'est intermittent et ça ne peut pas aller de façon continue pour soutenir une industrialisation ou une industrie. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un mix qui permet de compenser ces aspects-là que nous avons avec les énergies renouvelables. Et ça, c'est un point qu'il faut souvent, il faut beaucoup communiquer là-dessus parce que c'est l'élément qui peut militer en faveur d'une énergie nucléaire qui est propre et qui est continue. Et je donnais l'exemple de mettre une centrale, par exemple, qui peut fonctionner 20 ans sans maintenance. Et après 20 ans, vous venez juste remplacer des modules et puis vous continuez. Donc je pense que ça, c'est un élément important à mentionner. Je vous remercie. Vous avez, tout à l'heure, Monsieur Nzou, vous avez abordé, d'ailleurs de vous-même, tout à fait naturellement, l'enjeu du projet et des productions en Ouganda. On a bien vu également que c'était un sujet qui était très important sur la sellette de l'actualité, qui vous mettez également en cause en tant que Total Energy par rapport aux conditions qui sont d'exploitation là-bas. De manière plus générale, je ne vais pas rentrer dans le fond du dossier, mais de manière plus générale, est-ce que vous avez le sentiment que lorsqu'on parle de transition énergétique, écologique, vous devez vous aussi peut-être faire une transition d'image en tant que société emblématique qui est toujours donc très très observée par rapport à la puissance de votre action, ou est-ce que vous estimez que la transformation en Total Energy suffit? Non, mais vous avez tout à fait raison. Hein. Bon, effectivement, lorsque vous parlez de transition d'image, en tout cas, il y a un élément qui est important, c'est vraiment prendre en compte la dimension médiatique dans la gestion de nos projets, quoi. Maintenant, sur le projet Ouganda-Tanzanie, il y a une chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est que lorsque vous allez en Ouganda ou en Tanzanie, c'est un projet qui est soutenu à plus de 95%, 96% par les populations locales, quoi. C'est-à-dire que pour ces populations, pour ces pays, ce développement de leurs ressources naturelles va contribuer à développer leurs économies. Donc c'est comme ça qu'ils le perçoivent et ils se donnent les moyens à travers le cadre réglementaire qu'ils sont en train de mettre en place et notamment en adhérant à l'initiative de transparence sur les industries extractives, dont le fait de publier ce qu'ils reçoivent comme impôts et puis aussi redevances sur les industries extractives. À travers ça, ils sont en train de mettre en place un système qui permette à tous leurs citoyens de voir ce qu'ils ont fait de l'argent qui vient de ces industries. Donc un soutien, mais vraiment très fort des populations locales. Et en fait, le vrai sujet, c'est au niveau des ONG, donc des organisations non gouvernementales, et surtout des organisations non gouvernementales internationales. Alors, pour le dire de manière simple, c'est-à-dire des pays occidentalisés qui, quelque part, militent pour l'arrêt de ce projet, quoi.
Et alors, fondamentalement, on a vraiment une très très grande contradiction, c'est-à-dire qu'on empêche finalement à un pays qui jusque-là n'a quasiment pas émis de CO2 de développer des énergies fossiles pour développer son pays. Et ça vient des ONG qui sont installées dans des pays qui, eux, historiquement, en fait, ont construit, développé leur infrastructure, etc., tout ça, essentiellement sur des énergies fossiles. Donc là, il y a un vrai sujet. À mon avis, il y a, enfin bon, sur lequel il y a un certain nombre de chefs d'État africains ont été très vocales. Et d'ailleurs, le président Macky Sall s'est exprimé sur le droit des pays africains à développer leurs ressources naturelles pour l'économie de leur pays. Bon, c'est pas le seul. Le président Kagame l'a fait, et puis il y en a d'autres. Donc je crois que lorsqu'on parle de transition, il faut que cette transition soit juste et que les pays qui jusque-là n'ont pas émis beaucoup de CO2 soient en mesure de le faire pour développer leurs économies. Je vous remercie. C'est-à-dire ce sera le mot de cette de conclusion de cet échange. Je vous remercie pour ces échanges-là et effectivement pour nous avoir permis de prendre conscience à quel point cet enjeu de la transition écologique, énergétique, c'est l'enjeu du siècle et sur un terrain et un continent comme l'Afrique qui est aussi le continent du siècle. Je vous remercie infiniment et merci beaucoup. Parce qu'il va y avoir un panel donc